Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de se reconvertir ou d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très inspirant, le docteur Philippe Rodet. Philippe est médecin urgentiste de formation et il s'est intéressé très tôt dans son parcours à l'influence de la motivation sur la réussite. Il est aujourd'hui fondateur du cabinet de conseil Bien-être et entreprise, conférencier, auteur et surtout pionnier du management bienveillant. Dans cette interview, il va nous partager son parcours et comment il a su créer une nouvelle voie à fort impact. Bonjour Philippe, Bonjour Marion. est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel, en tout cas dans les grandes lignes, et comment est né surtout bien-être et entreprise? Bien, mon intérêt pour les sujets dont vous venez de parler, l'interaction entre le stress et la motivation, est né au milieu de mes études de médecine. En quatrième année de fac, c'est là que l'on commence à mettre les pieds vraiment à l'hôpital. Mon premier stage d'externe, je l'effectue en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a une vingtaine d'années, c'est forcément quelque chose de violent, mais en plus, avec la raison parce qu'il échoue à l'école, ça rend la chose encore plus douloureuse. L'année suivante, avec toujours cette sale histoire en tête, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite. Je vais voir à la fin de sa conférence, je lui dis, ces leviers de motivation qui permettent de réussir, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école? Il me dit, oui, bien sûr, mais il faudrait les adapter. Je le revois, on les adapte, on les expérimente, on obtient des résultats dans 6 à 7 cas sur 10, et je veux par la suite vérifier que cela puisse être utile dans un autre cadre, et notamment auprès de sportifs de haut niveau. Et là, histoire de les accompagner le mieux possible, je fais un peu de biologie, je dose certaines hormones dans le sang et je me rends compte que plus la motivation augmente, plus une hormone du stress baisse. Et c'est ça qui va m'intéresser pour les décennies qui vont suivre, c'est l'influence de la motivation sur la réussite et à la fois sur la santé. À l'époque, on n'a pas d'études sur ce sujet, ce n'est qu'un constat, cela n'a pas de valeur. Hmm. Continue mon parcours, je deviens médecin urgentiste. Comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, j'irai faire un peu de médecine humanitaire, j'irai travailler au Burkina Faso, en brousse, en Roumanie, à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles à Timișoara, puis à plusieurs reprises à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo en guerre, là où les tensions sont maximales au niveau de l'équipe, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le niveau de stress de l'équipe. Hmm. Retour d'une mission à Sarajevo, croyant avoir découvert quelque chose de formidable, je vais voir un confrère psychiatre et je lui dis, est-ce qu'on a des études qui nous permettraient de comprendre comment la motivation peut aider à réussir, diminuer le niveau de stress et accentuer la cohésion? Il me dit non, ça n'a aucun intérêt. Nous, chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est la motivation pour des sevrages de toxiques. D'une histoire de cohésion, de réussite, en plus, c'est pratiquement le domaine de l'entreprise. Par pitié, n'y met pas les pieds. La pire des choses qui puissent arriver alors, c'est de finir un jour consultant. Malgré sa mise en garde, j'ai continué à m'intéresser au sujet. Et puis je m'y intéresse de façon purement intellectuelle, sans avoir du tout l'intention un jour d'en faire mon activité. Hmm. Et puis, quelques années plus tard, m'interroge sur la possibilité que la motivation ait pu exister à une échelle collective, à l'échelle d'une cité. Et la cité qui m'intéresse, c'est la cité athénienne, 5 siècles avant Jésus-Christ. Pourquoi Athènes? Pourquoi 5 siècles avant Jésus-Christ? Parce que à Athènes, à cette période-là, il y a un essor intellectuel et culturel qui est impressionnant, et les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Et je vais rencontrer alors une académicienne atypique qui a consacré sa vie à la Grèce antique, c'est Jacqueline de Romilly. Et Jacqueline de Romilly, la première fois que je la rencontre, je lui dis, est-ce que dans l'Athènes ancienne, la notion de motivation existait? Elle me dit, écoutez, j'ai 84 ans, c'est la première fois qu'on me pose une telle question. Eh bien, elle acceptera d'y réfléchir et elle me rappelle très vite en me disant, écoutez, j'ai trouvé une citation de Thucydide qui va vous plaire. Thucydide disait, l'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de le prendre. Hmm. Donc, la notion de motivation existait bien. Et le hasard de la vie fait qu'avec Jacqueline de Romy, on va continuer à être très proches. On se verra plusieurs fois par semaine. On se téléphone tous les soirs de 21h à 21h30, 365 jours par an. Et en 2008, c'est elle qui me poussera à franchir le pas pour faire autre chose et qui m'aidera à créer le cabinet qui est devenu Bien-être Entreprise en me disant, ce qui vous intéresse, c'est qu'il y ait du bien-être dans les entreprises. Vous prendrez les 2 premières lettres de bien-être, BI, les 2 premières d'entreprise, EN, ça fait bien. Et vous pourrez conclure toutes vos conférences sur la contagion du bien. Voilà comment je suis passé de la médecine d'urgence, Marion,
à une activité de conseil en entreprise. Ok, ouais, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs sujets, on va dire, et populations d'études. Au début, les jeunes en difficulté, les sportifs de haut niveau, les équipes finalement, dans des endroits où il y avait des conflits, puis peut-être à l'hôpital aussi, et Bien pour arriver sûr. à l'entreprise, quoi. Oui, moi, ce que j'aimerais bien aussi savoir, en tout cas préciser, c'est peut-être maintenant, du coup, au sein de cette entreprise, en tant que consultant, quelles sont peut-être vos missions et les différentes actions que vous effectuez au sein de Bien-être et Entreprise. Oui, au sein de Bien-être Entreprise, il y a plusieurs activités. Il y en a en gros quatre. La première, c'est du conseil sur le plan managérial. On s'est rendu compte que si en gros on augmente la motivation, eh bien on va contribuer à diminuer un petit peu le niveau de stress. Et en Mm. même temps, on va aller chercher des résultats. Et ça, c'est assez bien adapté au contexte puisque on va remonter un peu dans le temps, mais en octobre 2008, Mhm. au moment de la crise financière, Margaret Chan dit attention. Margaret Chan était à l'époque directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et elle dit attention, on va avoir une véritable contagion du stress, de la dépression et du suicide. Et malheureusement, elle avait vu juste. Mm. Si l'on regarde à l'échelle de notre pays sur la période 2008-2018, le pourcentage de personnes stressées était passé de 40 à 64% et le pourcentage de personnes très motivées de 42 à 28%. Donc, c'était déjà pas très positif. Quand Mm. le stress augmente, la motivation va presque obligatoirement se dégrader et on a deux raisons. L'une est biologique, c'est que quand on a une réaction de stress, on va libérer des hormones et parmi celles-ci, l'une d'entre elles va venir effondrer une hormone indispensable à la motivation. La deuxième hypothèse est l'épigénétique. Quand on a une réaction de stress, on va modifier l'expression de certains gènes, dont un gène qui code pour une protéine d'un récepteur, une hormone de la motivation. Le récepteur devient moins actif, l'hormone agit moins, la motivation. Donc, dès que le stress augmente, on verra la motivation va baisser. Ok. Et c'est problématique car la motivation est aussi protectrice du stress. Donc, on crée très vite un cercle vicieux. Plus de stress, moins de motivation, encore plus de stress, encore moins de motivation, et ça finit par faire très mal. Mm. Arrive la crise sanitaire en 2020 qui va, selon Pignonway, augmenter le pourcentage de personnes stressées de 10% et en même temps faire baisser la motivation de 25%, toujours selon Pignonway. Donc, on était passé à 25% de moins de 28%, on arrivait à 21% de personnes qui étaient motivées. Et depuis, cela continue à se dégrader. Le pourcentage de personnes stressées continue à augmenter, le pourcentage de personnes motivées continue à baisser. Je ne sais pas si vous avez vu la récente enquête de Gallup à l'échelle internationale. Mm. États-Unis, Canada, 31% de collaborateurs engagés. Asie du Sud, 33%. Et en France, 7%. Donc effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Pour les entreprises, c'est un coût qui est énorme, en plus du coût humain, avec les personnes qui sont en moins bonne santé. Eh bien, le coût d'un collaborateur désengagé est estimé par un cabinet de conseil qui est Mozart Consulting à 10 000 euros par an, par salarié et par an. Ouais. Donc, si on fait le calcul en France de 93% de personnes désengagées par 25 millions de salariés par 10 000 euros, ça fait très vite une somme significative. On arrive aux environs de 230-240 000. Ouais. Donc, baisser le stress pour augmenter la motivation, eh bien, c'est une des activités que l'on développe au sein du cabinet sous forme de sensibilisation des managers avec des comportements que j'ai la faiblesse d'appeler bienveillants, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux collaborateurs d'atteindre des résultats, des objectifs qu'ils n'auraient pas pu atteindre seuls, sans toutefois abîmer leur santé. Et c'est là que les comportements bienveillants m'intéressent, puisqu'ils augmentent la motivation, la capacité à réussir, l'envie de bien faire, de se dépasser, toutefois sans abîmer la santé. C'est la première activité, donc des conférences dans les entreprises. La deuxième, c'est essayer de renforcer la cohésion de comités de direction, par exemple, ou de comités exécutifs de grands groupes, quand il y a parfois des tensions pour apaiser et que tout le monde aille dans la même direction. La troisième activité, c'est qu'on met en place des bienveilleurs. Bienveilleurs, c'est un concept qui est issu des personnalités sentinelles au Québec. Au Québec, ils ont mis en place des personnalités sentinelles. Ce sont des personnes qui sont formées à savoir voir quelqu'un qui moralement ne va pas bien, à savoir s'adresser à cette personne et à savoir l'orienter vers le bon interlocuteur. Mm. France,
on a latinisé un petit peu le concept et on parle de bienveilleur parce que un des groupes où j'avais développé au début, le DRH Group, n'aimait pas beaucoup le mot sentinelle et donc, comme on avait mis en place dans son groupe un management bienveillant, je lui ai proposé bienveilleur, c'était accepté. Donc, et depuis, on forme de plus en plus de bienveilleurs. Ce matin, j'ai formé une trentaine de bienveilleurs. C'est un concept qui, dans le contexte actuel, où Mm. les personnes ont un niveau de stress important, où l'état moral n'est pas exceptionnel depuis la crise sanitaire, eh bien, voir à temps quelqu'un qui va pas bien, c'est préférable que de s'alerter un petit peu trop tard, ou s'alarmer trop tard. J'ai Mm. coutume de dire qu'il faut mieux s'alerter à temps que s'alarmer trop tard. Eh bien, ça, c'est la troisième activité. Et puis, il y a une quatrième activité qu'on développe un petit peu au sein du cabinet, c'est de l'accompagnement de dirigeants quand ils sont ce que j'appelle en zone rouge, c'est-à-dire quand ils sont trop stressés ou moralement mal. Et là, Mm. on essaie de les remettre sur pied le plus rapidement possible. Donc, Ok. au sein du cabinet, quatre axes de travail, des formations de management bienveillant, des Mm. sensibilisations de management bienveillant, des formations de bienveilleurs, de l'accompagnement de dirigeants et un petit peu de cohésion de codir ou de comité exécutif. Ouais, c'est hyper complet et ça intervient, je dirais, à tous les maillons de la chaîne, finalement, dans une entreprise. Et ouais, Oui, et c'est parfois parce que les maillons se recoupent qu'on va Mm. renforcer l'action. Eh ouais. Les bienveilleurs, effectivement, on a des personnes de tout niveau hiérarchique. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un manager de très haut niveau. Donc, le fait d'en mettre à tous les niveaux va rendre plus facile les échanges. Si un membre du COMEX a un souci moral, il ne va pas aller en parler à un N-5. Si un N-5 a un problème moral, il ne va pas aller en parler au patron du COMEX. Donc, Ouais. ça facilite un petit peu les choses et ça permet à nos sujets d'entrer, d'avoir différentes portes d'entrée. Ok. Oui, et idéalement, du coup, il faudrait plusieurs bienveilleurs à différents niveaux pour Oui, optimiser les c'est actions. exactement cela. Hein. En général, dans les grands groupes, on met beaucoup de bienveilleurs pour en avoir à tous les niveaux hiérarchiques et dans les différentes structures. Et comment ils sont choisis, ces bienveilleurs, ou alors c'est eux qui se... Enfin, j'imagine qu'ils se portent à la fois... euh, Oui, c'est à la fois eux qui vont faire part, on leur explique ce qu'en général le groupe leur explique ce qu'est un bienveilleur, ils ok. leur demandent si ça les intéresse et on a toujours des personnes qui sont prêtes à jouer le jeu et après ben, c'est le groupe qui, en fonction des demandes, va définir qui peut être bienveilleur, mais en général il n'y a pas de difficulté et c'est pour certaines personnes c'est vraiment un apport supplémentaire de sens. Hmm. C'est comprendre à quoi je sers finalement. Une dame me disait, quand j'ai été retenu bienveilleur, quand j'ai su que j'allais être retenu bienveilleur, ah, c'est une très belle journée. Hmm. Alors que ce n'est pas rémunéré, c'est pas, oui, c'est simplement le fait de sentir qu'on sert à quelque chose. Ouais. Ouais, ça redonne du sens dans leur activité. Enfin, en tout cas, ça apporte Oui. une autre forme de sens. Hmm. Tout à fait, c'est un sens complémentaire qu'on va donner à l'activité de beaucoup de salariés. Le sens général depuis quelques années, il s'est dégradé. Donc là, on a un apport de sens complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le sens général, bien sûr. Un manager peut aider ses collaborateurs à voir le sens de leur travail, mais en parallèle, on a un petit apport complémentaire. C'est ultra intéressant et j'espère que ça va se développer dans plein d'entreprises parce que Moi c'est... aussi, je suis assez Hmm. attaché au concept de bienveilleur. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans le contexte actuel. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, on a un niveau de stress qui est important, un niveau d'engagement qui s'est effondré. Donc, on sait que l'engagement protège un petit peu. Un état moral qui est dégradé depuis la crise Hmm. sanitaire. Euh, cette crise a fait de gros dégâts. On sait que les crises font des dégâts sur le plan humain 3 à 4 années après le début de la crise. En 1929 aux États-Unis, c'est en 1932 quand il y a eu le pic de suicide. En 2008 en France, c'est en 2012 que le président de la SNCF à l'époque, en octobre 2012, Guillaume Pépi, Hmm. écrivait dans la presse, cette année c'est catastrophique, l'augmentation du nombre de suicides devant les TGV, on est à plus 30%. Donc oui, l'effet toxique, entre guillemets, de la crise est décalé dans le temps. Donc là, on pourrait penser que la crise ayant eu lieu en 2020, on va sortir bientôt de la période difficile, s'il n'y a pas trop d'autres sujets qui apparaissent. Et l'autre Ouais. élément, c'est qu'il semblerait, grâce à une étude réalisée au Canada, que la crise sanitaire a eu un impact très négatif sur le cerveau des personnes qui étaient adolescentes à ce moment-là, Hmm. favorisant, accélérant le vieillissement cérébral de plus de 4 ans chez les jeunes filles et de plus de 2 ans chez les garçons.
Et quand le cerveau vieillit un petit peu plus vite, ça provoque un amincissement du cortex qui, semble-t-il, favoriserait la survenue de troubles psychiques. Donc on va être très vigilant vis-à-vis de cette tranche-là de la population dans les années qui viennent. Justement, cette activité, enfin là, toutes les interventions que vous faites, c'est auprès de quel type d'entreprise? Je sais pas, est-ce qu'il y a des entreprises types qui font affaire à vous, appel à vous? Est-ce que, voilà, quel type de personnes ou d'entreprises font appel à vos services? Ça peut être des entreprises de taille très différentes. Mm. Les plus grands groupes avec lesquels on travaille ont plus de 200 000 collaborateurs. Mais Mm. on travaille aussi avec des entreprises qui ont quelques centaines de salariés. Donc, Ok. c'est vraiment très hétérogène. Des entreprises publiques, des entreprises privées. Et on travaille même avec un hôpital. Donc, on travaille aussi avec des communes. Donc, c'est vraiment, nos clients sont vraiment très divers. Et ce qui me plaît, c'est justement cette diversité. C'est de Mm. montrer que finalement, quelle que soit la structure, eh bien, avec des leviers qui sont très proches, on arrive à interpeller les personnes et leur donner envie de faire bouger un petit peu les lignes. Et par rapport, pour développer, je sais pas, cette activité, etc., est-ce que vous avez dû, je sais pas, suivre des formations ou faire des études complémentaires pour développer cette activité de consultant? Non, j'ai toujours suivi l'intérêt pour la motivation dans trois Mm. pays qui sont des pays qui travaillent énormément dessus depuis que j'ai une vingtaine d'années. Donc, à force, eh bien, on finit par comprendre. Et encore à l'heure actuelle, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas deux, Mm. trois études. Et bon, bah, soit elles m'intéressent, soit elles ne m'intéressent pas, mais qui vont permettre parfois de comprendre comment elles se recoupent avec une autre étude, nous permettre de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. Mm. Et c'est ce qui m'amuse, c'est de trouver deux études différentes qui se recoupent finalement. Et ça, Mm. je peux passer du temps un week-end, essayer de comprendre et voir comment, à quel point c'est intéressant. Ouais, Donc, c'est pas une formation que j'ai fait en plus, c'est une formation que j'ai fait en parallèle depuis ouais. le milieu de mes études. Et on continue finalement. C'est une. Oui, parce que pas toutes les semaines, mais tous les mois, au moins, il y a au moins deux études qui nous intéressent Ok. et qui vont permettre de comprendre parfois un petit morceau de puzzle qui nous manquait. Et est-ce qu'il y a d'autres structures ou personnes qui œuvrent un peu dans le même sens que vous en France, ou est-ce que vous êtes un peu tout seul sur, dans ce marché-là? Non, il y a beaucoup de personnes qui essaient de promouvoir les comportements bienveillants. Mm. C'est devenu presque ce qui fait dire à certaines personnes que c'est une mode. La Mm. seule différence entre les comportements bienveillants et la mode, c'est qu'une mode, par définition, ça ne dure pas dans le temps. Mm. On ne porte pas les mêmes vêtements que ceux qu'on portait il y a 10 ans. Et donc, la mode ne dure pas. Or, on a commencé à intervenir dans des entreprises en France en 2012 et on y intervient toujours. Donc, c'est pas tout à fait une mode puisque 13 ans après, on est encore présent et cela continue. Donc, c'est pas une mode, c'est un changement qui va être difficile à faire cheminer, mais Ouais. c'est un changement qui est, à mon avis, inévitable. Il y Mm. a trois paramètres qui me rendent optimiste quant à l'avenir de ces sujets. Le premier, c'est qu'on arrive à un niveau de stress qui est colossal. Et là, ça va finir par poser de gros problèmes sur le plan humain. Il va bien falloir agir. Le deuxième, c'est que l'engagement est effondré. Il va bien falloir le remonter si on veut un petit peu de performance. Vouloir lutter contre des pays qui ont 31 ou 33% de collaborateurs engagés quand on en a 7, c'est Mm. illusoire. Il va bien falloir faire quelque chose. Et le troisième, ce sont les jeunes générations. Les Mm. jeunes générations sont très sensibles à ces sujets et les vont obliger, imposer certains changements. Donc, ces trois paramètres, un niveau de stress énorme, une motivation, un engagement qui est effondré, les jeunes générations qui aspirent à un autre travail, une autre forme de travail, cela devrait aider. Le contexte où l'on voit aux États-Unis, où ils parlent beaucoup de quiet quitting, de grandes démissions, bien, ça aide à penser à la phrase de Geoffroy Guichard qui disait la bienveillance a un pouvoir d'attraction considérable, attraction des clients bien sûr, mais attraction en interne des collaborateurs. Face à une grande démission, un pouvoir d'attraction est quand même bienvenu. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent ou qui s'intéressent à ces domaines-là ou qui auraient envie de développer des activités mais qui savent pas trop comment ça se passe en pratique, au début, vous, comment ça s'est passé pour lancer ou développer cette activité? J'ai essayé de faire savoir ce que je faisais. J'ai quelques entreprises qui spontanément se sont intéressées, en Mm. ont parlé autour d'elles, et le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de contaminer un petit peu d'autres structures et de les faire diffuser. C'était des médecins du travail, par exemple, qui a organisé un rendez-vous avec des dirigeants de cette structure. C'était quelques médias.
qui en ont parlé. Et là, c'est très efficace pour faire diffuser nos idées. Et c'est par ces différents biais, le bouche à oreille, des confrères qui en ont parlé à leurs Mm. dirigeants, et les médias, que l'on a finalement réussi à interpeller des dirigeants. Maintenant, c'est un petit peu plus facile parce que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Certains ont été préfacés par des dirigeants de grands groupes, ce qui crédibilise la démarche. Mm. Si c'est moi qui le dis, je suis médecin, donc je ne connais rien au monde de l'entreprise. Si c'est le président d'un groupe de 80 000 collaborateurs cotés en bourse, comme Benoît de Ruffray, le président du groupe FH, qui fait la préface d'un bouquin, là, tout de suite, ça devient beaucoup plus sérieux. C'est sûr. Si c'est le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, qui fait la préface d'un autre, ça devient là aussi beaucoup plus sérieux. Mm. Ouais, c'est l'effet boule de neige, quoi. Au début, voilà, ça commence petit à petit, puis le bouche à oreille prend, et puis voilà, après, il y a la légitimité qui se fait au fur et à Exactement. mesure. Au Mm. début, c'est forcément un petit peu plus compliqué, puis à un certain moment, ça devient beaucoup plus facile et agréable. Mm. Ok. Quel conseil peut-être vous aimeriez transmettre aux professionnels de santé qui vont regarder cette vidéo, qui ressentent un besoin de changer, mais voilà, qui n'osent pas forcément se lancer? Tout d'abord qu'il commence par vous remercier par ce que vous faites. C'est extrêmement important. Et effectivement, c'est en voyant des personnes qui ont fait autre chose, qui ont osé peut-être faire autre chose. Donc, je crois que le mot-clé du succès, c'est oser. Mm. C'est oser et aller chercher un petit peu d'optimisme. Mm. Dans notre pays, on n'est pas très optimiste. Quand on regarde les classements à l'échelle internationale, on est toujours très mal classé. Or, l'optimisme, ce qui se cache derrière, c'est le goût de l'effort. Si on vous dit que demain on vivra dans un monde catastrophique, on ne va pas faire des efforts pour aller mieux, hein. Mm. Euh, donc, il faut qu'on fasse un petit effort en matière d'optimisme. Il y a une personne que j'ai citée tout à l'heure brièvement, qui était Jacqueline de Romilly, cette académicienne atypique qui a consacré sa vie à la Grèce antique, qui était à l'Académie française, qui ne voyait plus clair les 15 dernières années de sa vie et qui continuait à donner des conférences. Vous vous rendez compte, préparer une conférence de 50 minutes quand vous ne voyez pas clair, quand il faut mémoriser les citations que l'on vous dit, euh, hein, c'est quand même pas simple. À 90, 92 ans, vous voyez, donc c'est quand même une prouesse exceptionnelle. Et Jacqueline de Romilly avait une très belle définition de l'optimisme. C'est quelqu'un qui était très optimiste. Elle ne voyait plus clair et elle continuait à écrire des livres. Elle avait chez elle deux gros magnétophones. Sur un magnétophone, elle dictait un quart d'heure de texte. Elle écoutait son texte au bout d'un quart d'heure, mémorisait les corrections et sur un autre magnétophone, dictait le texte corrigé. Et elle recommençait. Je dicte le texte pendant un quart d'heure, j'écoute, je mémorise les corrections. Et le soir, parfois, comme elle ne voyait pas clair, avec la fatigue, elle se trompait de touche, elle effaçait le tout. Et elle recommençait et le livre paraissait. Waouh. Avec Jacqueline de Romilly, le hasard de la vie a fait qu'on est devenus très proches alors qu'on était différents à tout point de vue. Mm. Elle était anormalement intelligente, ce que je ne suis pas du tout. Elle était profondément littéraire, ce que je ne suis pas plus. Et malgré nos différences, eh bien, on est devenus très très proches, au point de se voir très souvent Mm. et de se téléphoner tous les jours. Et comme elle adorait être autonome, le week-end, elle voulait pouvoir vivre chez elle tout en voyant pas clair, ce qui est quand même moins simple. Et c'était sa femme de ménage le vendredi qui lui préparait ses repas pour les week-ends pour qu'elle n'ait plus qu'à les faire chauffer. Et un dimanche soir, elle me téléphone, elle me dit: Ah, ma femme de ménage m'a préparé mes repas. J'ai mis ça au four avec du gruyère, et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la compote avec du gruyère. Ce n'était pas bon, mais si j'avais vu clair, jamais j'aurais su le goût que cela pouvait avoir. Ah ouais. Pas formidable. Je la vois quelques jours après, je lui dis: Comment faites-vous pour être toujours aussi optimiste? Elle me dit: Tout d'abord, on a un devoir d'optimisme vis-à-vis des jeunes générations. Mm. D'autre part, euh, l'optimisme, vous savez, quand c'est dur, quand c'est difficile, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Mm. Eh bien, finalement, c'est peut-être cela que je dirais aux personnes qui pourraient être intéressées par changer, c'est oser et soyez optimistes. Génial. J'adhère complètement 100% à ce discours en tout cas. Merci, merci beaucoup pour ce partage et pour ceux qui nous regardent, à bientôt dans la prochaine vidéo.